Alors, sur la souveraineté, comme je l'ai dit, nous avons décidé, en créant l'Europe, d'engager une aventure sans précédent de souveraineté partagée. Les États n'aiment pas partager leur souveraineté. Et je vois devant moi Mme Fuying ou Lourdes Aranda. Si on demandait à la Chine ou au Mexique de partager leur souveraineté avec, je ne sais pas, le Japon ou les États-Unis, par exemple, je crois que ce serait difficile à envisager. Or, c'est ce que nous faisons en Europe depuis 50 ans. Et nous le faisons sur une base volontaire, par le choix démocratiquement exprimé de tous nos peuples, élection après élection. Personne n'est obligé, et le Royaume-Uni, comme je le disais, a choisi un opt-out pour ne pas être dans l'euro. Le Danemark a fait pareil. Mais une fois qu'on a choisi ce chemin, alors il faut aller jusqu'au bout. Et donc, nous avons décidé, en créant l'euro, de partager ce qui est le symbole même de la souveraineté d'un État, c'est-à-dire la monnaie. Et quand vous avez une monnaie partagée, que vous avez abandonné votre souveraineté monétaire, le reste est relativement facile. Autrement dit, organiser une convergence fiscale, c'est-à-dire progressivement décider, par exemple, que l'impôt sur les sociétés aura le même taux, la même assiette dans les pays de la zone euro, c'est à tout prendre moins difficile que de prendre la décision d'abandonner le Deutschmark ou le franc. Même chose pour la discipline budgétaire. La discipline budgétaire est la conséquence naturelle de l'existence de l'euro. On ne peut pas longtemps avoir des budgets qui divergent massivement, parce que sinon on a des pertes de compétitivité et au bout de la route on fait exploser la zone euro. Donc tout ça est bien compris maintenant, et donc je n'ai pas eu le sentiment que dans la négociation, d'abord entre l'Allemagne et la France, puisque nous avons négocié en franco-allemand, puis nous avons proposé dans une lettre à tous nos partenaires tout ce que je vous ai décrit, et toutes les propositions de la lettre franco-allemande se retrouvent dans les décisions des 17+. Mais ces décisions n'ont pas, curieusement, été trop difficiles à prendre en termes de souveraineté. Elles ont été plus difficiles à prendre en termes de différences culturelles. Et c'est vrai en particulier entre l'Allemagne et la France. Nous sommes deux pôles opposés de la construction européenne. Nous n'avons pas seulement deux cultures, deux langues différentes, nous avons des traditions juridiques différentes, nous avons des enseignements différents. Et donc, c'est ce rapprochement franco-allemand qui, le plus souvent, permet de trouver un compromis à l'échelle de l'Europe tout entière. Parce que quand les deux pôles opposés sont arrivés à un compromis raisonnable, alors il y a de l'espoir pour qu'on y arrive à 17 ou à 27. Et c'est vrai de dire que nos partenaires européens n'aiment pas trop le moteur franco-allemand de l'Europe, mais quand le moteur est en panne, nous sommes encore plus critiqués parce que nous paralysons l'Europe. Et donc, à tout prendre dans la circonstance actuelle, je crois que les pays de la zone euro, et au-delà, tous ceux qui veulent accompagner ce mouvement vers l'intégration, vers la convergence, étaient très heureux de pouvoir le faire et commencer les travaux de la nuit, il y a 2 nuits, sur la base des propositions franco-allemandes. Alors, Jim, sur le rôle des États-Unis, depuis le début, il a été très utile, très positif. Très utile, comme d'autres gouvernements qui ont exprimé avec beaucoup de force leurs préoccupations, en disant « mais attention, vous les amis de la zone euro, vous n'êtes pas seuls.
ce que vous faites, ou plutôt ce que vous ne faites pas, ou pas assez vite, a des conséquences pour le monde entier parce que vous représentez 30% de l'économie mondiale. Deuxièmement, les États-Unis ont apporté leur contribution à la réflexion. Lorsque nous avons eu des réunions à Cannes, en marge du G20, le président Obama, à la demande du président Sarkozy, a participé à 2 ou 3 sessions restreintes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution miracle, nous n'avons pas le monopole de la solution, mais surtout parce que nous ne pensons pas que la zone euro doit travailler seule dans son coin. Et ça a été un des sujets qui a été évoqué à Cannes. Nous souhaitons que le Fonds monétaire international puisse jouer son rôle. Et qui dit Fonds monétaire dit naturellement contribution, non seulement des pays européens, et une des décisions que nous avons prises est de regarder si nous pourrions ajouter 200 milliards d'euros aux ressources du Fonds monétaire européen pour l'aider à faire face. Mais nous souhaitons que d'autres encore apportent leur contribution. Et nous savons que si c'est peut-être difficile en ce moment pour les États-Unis du fait du Congrès, d'autres pays sont intéressés à participer. Je pense à la Chine, je pense au Japon, à la Corée, à d'autres peut-être. Or, pour ces pays-là, il est évident que cette participation ne doit pas se faire directement auprès de la zone euro. Elle doit se faire tout naturellement à travers le Fonds monétaire international. Et je dois dire que pour nous, Européens, qui avons eu l'occasion dans le passé de venir à travers le Fonds monétaire international à la rescousse pendant la crise asiatique ou pendant la crise dans des pays d'Amérique latine, etc., c'est un retour de l'histoire qui n'est pas amer, qui est normal. Chacun éprouve des difficultés à son tour et nous avons la conviction qu'en sauvant la zone euro, nous aiderons l'économie mondiale à retrouver le chemin d'une croissance plus rapide. Merci Jean-David. Alors, nous avons déjà débordé un peu le temps, on va le déborder encore un tout petit peu, mais pas trop. Mais je voudrais à ce stade souligner le lien entre la discussion que nous sommes en train d'avoir et la table ronde qui suit. J'ai voulu faire une table ronde, n'est-ce pas, l'Europe comme laboratoire de gouvernance mondiale, c'est-à-dire cette idée que Jean-David a rappelée de souveraineté partagée, mais partagée sur des bases volontaires. Et comme il l'a dit, c'est quelque chose d'extraordinaire sur le plan historique. Alors c'est vraiment le sujet de la table ronde suivante pour laquelle nous avons privilégié, à part le président Ilves, le président de la République d'Estonie, et les 3 autres personnalités qui interviendront sont extérieures à l'Union européenne pour justement discuter cette idée follement ambitieuse, n'est-ce pas, de souveraineté partagée. Alors, ceci pour faire le lien. Alors, je vais prendre simplement 2 questions et je suis désolé, oui, mais maintenant, il y a toutes sortes de mains qui se lèvent. Malheureusement, je suis obligé de limiter. Alors, je vais prendre quand même une main allemande ou franco-allemande avec Hans Stark. Alors, je vais en prendre... Non, mais je vois 6 mains qui se lèvent. Je vais prendre François Bujon de l'Étang qui l'a levé assez rapidement et Reginald Bartholomew et j'arrête. Désolé. Alors, Hans Stark, là-bas, le grand garçon à votre gauche, non, de là-bas, qui lève la main. Merci beaucoup. Très rapidement, Monsieur Lévy, vous avez beaucoup parlé de la stabilité. Qu'en est-il maintenant de la solidarité? Comment est-ce qu'elle va s'exprimer pour les 3 mois qui viennent? Parce que c'est assez crucial, bien sûr, et même au-delà des 3 mois, mais malgré tout à court terme. Y a-t-il un consensus maintenant entre les 17, et notamment franco-allemands, sur une solidarité qui va au-delà de la recapitalisation des banques par le biais de la BCE? Voilà. Alors, si tu permets, je vais prendre les 3 questions, hein, comme ça tu répondras globalement. Donc, François Bujon de l'Étang. Le micro, s'il vous plaît. Là, au 4e rang, là, par là, voilà, merci. Oui, Jean-David, merci beaucoup d'un propos extrêmement clair et à chaud. Il est tout à fait évident que la session du Conseil européen qui vient de se tenir a une importance capitale, ne fût-ce que parce qu'elle concrétise l'existence d'une Europe à 2 vitesses.
le lien se distend en effet, ou en tout cas le fossé se creuse entre les 17 membres de l'eurozone et les 10 pays de l'Union européenne qui ne sont pas membres de l'eurozone. Mais compte tenu de ce que tu nous as expliqué et du fait que les chefs d'État ont choisi, je crois de façon très opportune et intelligente, l'idée de mettre en œuvre le nouveau traité sans attendre la totalité des ratifications par les 17, n'existe-t-il pas un risque que l'on termine à terme avec une Europe à 3 vitesses, c'est-à-dire les 10 non-membres de la zone euro, le noyau dur qui aura ratifié et mis en œuvre le système, y compris toutes les mesures qui ont été prises pour tenir les marchés à respect, si j'ose dire, en respect, et quelques pays de l'eurozone aujourd'hui qui auraient des difficultés avec la ratification ou qui n'y parviendraient pas ou qui finalement deviendraient des espèces de citoyens de deuxième classe de l'eurozone. Ce qui a été dit à Cannes à M. Papandréou et que tu as rappelé valait bien entendu pour une crise à chaud. Mais sur une période plus longue et plus incertaine, ne risquons-nous pas à terme de finir à 3 vitesses ? Oui, François, on retrouve là d'ailleurs tout le débat du début des années 90, n'est-ce pas, après la chute de l'Union soviétique et les conséquences d'un élargissement peut-être un peu trop rapide de l'Union européenne. Alors, je vais prendre Reginald Bartholomew et puis aussi, on me cite, une éminente journaliste de Reuters, dont j'ignore le nom, mais qui est forcément éminente. Alors, Reginald,